Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce nouveau webinaire organisé par la chaire UNESCO Éducation et Santé, Centre collaborateur OMS, en partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne et son pôle de recherche sur l'eau. Ce webinaire est le second d'une série consacrée à eau et santé. Au cours du premier webinaire, qui est en rediffusion sur le site de la chaire, si cela vous intéresse, nous avons vu que l'eau est un élément indispensable à toute vie, pour tout être humain, tout être animal, végétal et pour nos écosystèmes. Dans de nombreux pays, nous avons la chance d'avoir une eau potable facilement à nos robinets et nous l'utilisons sans trop nous poser de questions, du moins jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les situations de stress hydrique, de changement climatique interpellent, apparaissent un peu partout au niveau de la planète. Gérer les ressources de façon optimale, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, est au cœur des discussions. C'est dans ce cadre-là qu'un nouveau terme, un nouveau concept, un nouveau questionnement est apparu. Et ce questionnement cible les eaux non conventionnelles qui vont constituer le cœur du webinaire d'aujourd'hui. Donc, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur ces eaux non conventionnelles. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Gilles Borner, qui est docteur vétérinaire, diplômé de l'Institut Pasteur de Paris et de Lille, actuellement professeur au Val-de-Grâce, à l'école du Val-de-Grâce, à Paris, en charge des enseignements dans le domaine de la sécurité sanitaire des eaux et des aliments. Il est également expert dans le domaine de l'eau pour le service de santé des armées et pilote d'enseignement au sein du Comité international de médecine militaire. Merci d'être avec nous, Monsieur Borner, et bienvenue au webinaire de la chaire UNESCO Éducation et Santé. Bonjour, Mme Sauveur-Rocha, merci de votre accueil. Donc, Monsieur Borner, pour commencer, une question basique. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme eau non conventionnelle? Un terme qu'on retrouve de plus en plus dans l'actualité, dans tous les médias autour de nous. En fait, on retrouve beaucoup de termes qui tournent autour du même sujet, puisqu'on parle aussi d'eau alternative. Et c'est important de bien cerner le problème en sachant le définir. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ce à quoi ça correspond et du cadre réglementaire qui existe aujourd'hui en France. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans une démarche globale qui est de faire face à la pénurie d'eau mondiale que connaît notre planète, qui pourtant s'appelle la planète bleue. Pénurie d'eau mondiale qui renvoie évidemment en termes de cause à la croissance démographique que nous connaissons, à l'évolution de nos modes de vie et surtout au dérèglement climatique global. Si bien que, même si en ce moment en France on s'en rend pas forcément compte, mais rappelez-vous l'année dernière et l'année d'avant, nous avons connu des sécheresses records avec d'importantes perturbations dans la vie courante, hein, et il faut se persuader que ces situations sont amenées à se répéter. C'est la raison pour laquelle il faut trouver des solutions pour arriver à les gérer au mieux. Ces sécheresses, elles induisent beaucoup de complications dans la vie courante, je le disais, parce que bien évidemment, s'il n'est pas très grave de ne pas pouvoir remplir sa piscine, il est beaucoup plus grave en termes d'impact économique d'interdire aux agriculteurs d'arroser les cultures ou d'arrêter les centrales nucléaires parce qu'on ne peut plus refroidir les réacteurs. De la même façon, hein, on peut avoir sur des crises particulièrement graves des situations comme on connaît actuellement à Mayotte, où c'est la vie quotidienne des populations qui est perturbée par le manque d'eau. Et puis enfin, on a vu apparaître des situations de crise, des situations de conflit d'usage, comme on a connu en France avec l'affaire des bassines en Poitou-Charentes. Et ces situations découlent du fait que quand la ressource en eau devient plus rare, eh bien, personne n'a envie que un acteur en l'occurrence ici c'était l'agriculture, s'approprie cette ressource, hein. Tout le monde a peur de ne plus avoir d'eau parce qu'on a consacré l'essentiel de la ressource à un domaine d'activité.
Donc tout ça, ça génère énormément de conflits, énormément de difficultés, et il est grand temps de se poser la question de gérer au mieux toutes ces difficultés croissantes d'approvisionnement en eau, parce qu'on sait que tout cela ne va pas aller en s'améliorant. Et donc, en fait, une des solutions, c'est peut-être le recours à ce que l'on va appeler aujourd'hui les eaux non conventionnelles. Alors, il est important, bien sûr, de les définir de manière aussi claire que possible. Si on parle d'eau non conventionnelle, c'est parce qu'il y a quelque part des eaux conventionnelles et qu'en fait, les eaux non conventionnelles se définissent par opposition à cette approche conventionnelle de l'approvisionnement en eau des populations humaines. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis toujours, l'humanité a exploité essentiellement un nombre assez limité de ressources en eau, qui sont peut-être les plus accessibles, c'est-à-dire les eaux de surface, donc les fleuves, les lacs, les rivières, et puis des eaux qui proviennent de nappes souterraines et auxquelles on accédait par des puits autrefois et maintenant par des forages. Donc ça, c'est des ressources qu'on va qualifier de traditionnelles ou de conventionnelles. Et il y a un deuxième aspect qui est très important à bien comprendre, c'est que dans l'approche conventionnelle de l'utilisation de l'eau, il y a aussi le fait qu'on a tendance depuis toujours à utiliser de l'eau potable pour à peu près tous les usages de la vie courante et pour de nombreux usages industriels. Et c'est là qu'arrive une question qui est évidemment une question que tout le monde s'est posée, d'un point de vue pratique, pour résumer le débat, hein, c'est quel est l'intérêt de mettre de l'eau potable dans la chasse d'eau des toilettes? Donc, on va essayer de répondre à tout ça, mais il faut comprendre que puisqu'il y a une approche conventionnelle, il y a aussi une approche non conventionnelle, et c'est celle que l'on va mettre en avant aujourd'hui, avec eh bien, des eaux non conventionnelles du fait de leur origine, c'est-à-dire qu'en fait seront considérées comme des ressources non conventionnelles, des ressources qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter jusqu'à présent. Et puis, le deuxième volet de ce caractère non conventionnel, eh bien, c'est l'utilisation d'eau non potable pour des usages où traditionnellement on utilisait des eaux potables. Voilà, donc c'est la définition qu'on peut donner de ces eaux non conventionnelles ou alternatives. À partir de là, on voit tout de suite qu'il y a des développements considérables en perspective parce que l'eau douce à l'état liquide, c'est-à-dire ces ressources conventionnelles traditionnelles, ne représentent qu'environ 1% de toute l'eau qui existe sur la planète. Donc, ça veut dire qu'on a 99% de ressources disponibles que l'on n'exploite quasiment pas et qui peuvent éventuellement constituer des développements pour améliorer la situation actuelle. Alors, ces ressources en eau non conventionnelles, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau de mer d'abord, bien sûr. L'eau de mer, c'est 97% de toute l'eau sur Terre, donc évidemment que c'est une ressource très abondante, assez facile d'accès, et il faut se poser la question de son exploitation. Ensuite, il y a des choses qui sont peut-être plus anecdotiques, mais qui ont leur importance. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'utilisations envisagées pour l'eau de pluie. Et puis, il y a même des développements sur l'utilisation de l'eau des brouillards. On peut utiliser la vapeur d'eau atmosphérique, puisque chacun fait l'expérience que quand on souffle sur une surface froide, eh bien, il y a de l'eau liquide qui se forme sur la surface froide, de la buée. Et cette buée, c'est ni plus ni moins que de la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère qui condense au contact d'une surface froide. Et puis enfin, il y a un autre volet de développement qui renvoie à des ressources qui ne sont pas tout à fait naturelles. Ce sont des eaux qui sont issues des activités humaines. Alors bien sûr, il y a le leader dans cette catégorie-là, ce sont les eaux usées puisqu'on produit des quantités considérables d'eau usée que l'on n'utilise pas. Et dans certains secteurs, on a des choses plus originales, comme par exemple l'eau qu'on extrait des aliments. Donc ça, c'est l'exemple d'une entreprise agroalimentaire qui fabrique du lait en poudre, par exemple, et qui, en déshydratant le lait, récupère des quantités considérables d'eau dont elle n'avait pas jusqu'à présent l'usage, puisqu'on n'avait pas trop d'idées de ce qu'on pouvait en faire. Voilà, donc ça, c'est le panel de tout ce que l'on peut trouver comme ressources non conventionnelles et essayer d'exploiter donc pour compenser les ressources traditionnelles. Cependant, ces eaux non conventionnelles, elles ont quand même des caractéristiques qui ne sont pas forcément adaptées à ce que l'on veut en faire. L'eau de mer, c'est une ressource certes abondante, mais c'est une ressource qu'il va falloir dessaler. Donc, on sait le faire, parce que technologiquement parlant, c'est tout à fait possible de dessaler l'eau de mer. On va utiliser, selon les cas, des techniques de distillation. Alors ça, c'est la technique historique qu'on utilise encore sur les bateaux, par exemple, hein. Et puis, on peut utiliser des choses plus modernes, comme la filtration sous pression, avec une technique qu'on appelle l'osmose inverse.
Donc techniquement, on sait dessaler l'eau de mer. Ça a quand même deux gros inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça coûte cher, puisqu'il faut de l'énergie et que donc ça génère des coûts de production importants. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on filtre, par exemple, l'eau de mer pour la dessaler, on va récupérer d'un côté de l'eau donc osmosée et de l'autre de l'eau très très riche, très enrichie en polluants et notamment en sel. Et tout ça, il va falloir le rejeter dans l'environnement. Et c'est souvent assez toxique pour les écosystèmes marins. Donc, c'est aussi un autre inconvénient de cette approche. Pour ce qui est de l'eau de pluie, eh bien, qui n'a pas branché sur la gouttière de sa maison un réservoir d'eau de pluie? La grande difficulté de l'eau de pluie en termes d'utilisation à grande échelle, c'est que c'est une ressource extrêmement aléatoire, puisque on est tributaire de la météo et que généralement, ben, quand on reconstitue les stocks d'eau de pluie, c'est la période où on n'a pas le plus besoin d'eau. Donc il va falloir stocker cette eau et ça génère un certain nombre de contraintes techniques qu'on évoquera tout à l'heure, sans compter qu'il faut se poser la question de la qualité de l'eau de pluie, mais ça c'est une question qu'on va évidemment développer. Le brouillard, alors ça paraît un peu anecdotique, mais d'ailleurs c'est assez anecdotique comme ressource, mais dans certaines régions du monde, on capture les brouillards, l'eau des brouillards, avec des filets, comme on voit ici, hein, qui servent à intercepter en fait le brouillard sur son trajet. Et comme le brouillard, c'est des petites gouttelettes d'eau liquide, eh bien les gouttelettes d'eau vont impacter le filet et vont ensuite dégouliner, et on va les récupérer comme ça. Donc c'est évidemment une ressource qui est très dépendante des conditions météorologiques locales que l'on va pouvoir exploiter dans certaines régions du monde. Ici, ce sont des photos qui sont assez connues, qui sont prises au Chili, donc au bord de l'océan Pacifique, le long de la cordillère des Andes. Et de toute façon, ce sont des solutions qui n'apportent que des quantités très limitées d'eau, mais ça peut des fois être très utile pour certaines populations très défavorisées. La vapeur d'eau atmosphérique, c'est la ressource qui monte, hein, c'est la ressource à la mode. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Cette vapeur d'eau, de temps en temps, on peut la visualiser, par exemple, le matin, quand il y a de la rosée dans les champs, eh bien, cette rosée, c'est ni plus ni moins que de la vapeur d'eau qui a subi un phénomène de condensation. Et au-delà, aujourd'hui, on développe, c'est la grande mode du moment, des dispositifs actifs, donc des systèmes qui servent vraiment à condenser la vapeur d'eau atmosphérique. Donc ça ressemble à des réfrigérateurs un peu inversés ou à des climatiseurs un peu inversés. Et évidemment, donc tout ça, c'est des solutions technologiques qui dépassent le simple cadre de la collecte de la rosée, hein. On est sur des volumes de production qui peuvent être importants, mais qui dépendent beaucoup des conditions locales d'hygrométrie, voire de température. Et puis, il y a beaucoup d'interrogations sur la qualité de l'eau qu'on va être capable de produire dans ce genre de circonstances. J'y reviendrai. Et puis enfin, il arrive les eaux usées. Alors, les eaux usées, on aura l'occasion d'en reparler, c'est évidemment une ressource très abondante, hein. Il faut se dire que, par exemple, en France, le Français moyen consomme à peu près 150 litres d'eau par jour pour ses activités de la vie courante. Donc, ça veut dire qu'en gros, il produit aussi 150 litres d'eau usée. Donc, ça finit par représenter des volumes considérables qui étaient très peu utilisés jusqu'à présent. Le seul problème, c'est qu'on a affaire à des eaux qui sont, de par leur nature, très polluées. Donc, on ne peut pas en faire n'importe quoi et il faut mettre en place des traitements qui sont parfois un peu compliqués à gérer. Alors, tout ça, c'est pris en compte dans le cadre réglementaire. En France, on a été très en retard. On était très en retard sur ce sujet parce que, on avait une réglementation qui était naturellement très restrictive. Euh, les pouvoirs publics étaient assez frileux à l'idée d'élargir le cadre d'utilisation et de production des eaux pour la consommation humaine. Et il y avait très peu d'expérimentations, mais il y en a quelques-unes qui avaient abouti, notamment des usines de dessalement. Il y en a très peu en France, mais il y en a quelques-unes. Et puis tout d'un coup, on a vu que l'approche était en train de changer, et ça s'est particulièrement traduit en mars 2023 avec le plan eau gouvernemental qui faisait suite donc à une très grosse sécheresse en 2022 avec cette phrase que je cite qui consiste à dire il faut faire sauter les verrous réglementaires. Donc tout ça, ça a abouti à un énorme chantier de refonte réglementaire qui est en train d'aboutir. D'ailleurs, certains textes ont été publiés, d'autres sont en instance d'être publiés, mais on voit bien que la tendance ça a été de dire ben, il faut ouvrir la porte à ces eaux non conventionnelles, il faut ouvrir la porte à des solutions alternatives à la production traditionnelle d'eau potable.
Cette réglementation, très rapidement, hein, parce que c'est évolutif et euh, il importe surtout de voir les grandes lignes, on a un certain nombre d'usages qui sont régis par le Code de la santé publique. Donc tous ces usages qui correspondent en fait à l'utilisation de l'eau dans la vie courante, hein, que ce soit pour la boisson, pour la toilette, pour la cuisine, ou à des usages en agro-industrie en relation avec les denrées alimentaires. Tout ça, c'est en train de se mettre en place en termes réglementaires, puisque en 2023, en France, on a eu un décret qui a modifié le Code de la santé publique, qui permet la réutilisation des eaux usées traitées en production agroalimentaire, et on attend un arrêté d'application. Le texte aussi important qui est en attente, mais qui a priori devrait être publié cette année, c'est un arrêté qui concerne l'utilisation donc des eaux usées traitées et de l'eau de pluie dans l'habitat, donc pour ces usages domestiques. D'un autre côté, certains usages sont régis par le Code de l'environnement, donc c'est tout ce qui n'a pas trait à la vie courante en fait, hein. C'est l'irrigation des espaces verts, l'irrigation agricole, et pour ces deux activités majeures, on a aujourd'hui un cadre réglementaire très précis, et on attend encore en complément un arrêté qui parlera de l'utilisation des eaux usées traitées pour des usages qui peuvent sembler un peu plus anecdotiques, mais qui sont importants pour les municipalités. C'est par exemple pour tout ce qui est nettoyage de la voirie et puis pour l'hydrocurage des réseaux. Donc, la réglementation a évolué, elle est en train de finir d'évoluer. Pour autant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout ne reposera pas sur une libéralisation du cadre réglementaire, parce qu'au plan technique et pratique, les choses ne sont pas si simples, et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Je pense qu'on peut regarder s'il y a des questions pour le moment. Merci pour ces premiers éléments. Valérie, avez-vous des questions à nous transmettre? À ce stade, assez peu, enfin, assez peu de questions, parce que je pense que la présentation était parfaitement claire. Moi, j'aurais juste une petite question, justement, pour repréciser. Donc, si en France, donc, on voit qu'on est assez, vous avez dit qu'on était assez en retard, hein, dans l'utilisation de ces eaux non conventionnelles, est-ce que vous avez connaissance, justement, de pays où c'est différent, notamment des pays qui ont une pression hydrique un petit peu plus forte que la nôtre? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Bon, on sait que l'irrigation agricole dans beaucoup de pays est faite depuis très longtemps avec des eaux usées, sans d'ailleurs se poser de questions de les retraiter. Donc il y a énormément, ça appelle quand même beaucoup de questions en termes de santé publique, hein, parce que arroser les cultures avec des eaux sales, c'est quand même un excellent moyen de transmettre toutes les maladies d'origine fécale directement du producteur au consommateur, si j'ose dire. Donc, c'est évident que là, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà, mais peut-être que c'est avec un manque de précaution. Et puis, on voit que dans beaucoup de pays développés, on a, aujourd'hui, on en est arrivé à des situations où parfois on produit carrément de l'eau potable, de l'eau pour la boisson, à partir d'eau usée. Hein, c'est notamment aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez commun. Donc voilà, et puis on peut aussi évoquer la station spatiale ISS qui recycle son eau en permanence. Et là, il y a eu aussi énormément de travaux qui ont été faits, mais euh, on voit bien qu'il y a eu des moyens adaptés qui ont été mis en place pour arriver à résoudre ce challenge de l'eau. Donc oui, il y a beaucoup de tentatives dans beaucoup de pays. Et puis en Europe, on voit que notamment les pays de la zone méditerranéenne, quand on entend parler de Barcelone, par exemple, hein, et de la Catalogne, qui est une région d'Europe qui est vraiment en très très grande difficulté en matière d'approvisionnement en eau, aujourd'hui, les grandes options, c'est le dessalement d'eau de mer, et c'est exactement ce qu'a fait l'Australie il y a à peu près 20 ans pour alimenter ces grandes zones urbaines en eau pour répondre à des besoins que les ressources habituelles ne permettaient pas enfin, pour lesquels on n'avait pas de réponse en fait. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, quelqu'un nous demande que signifie le terme eau usée traitée.
C'est vrai Alors qu'on a déjà, tellement l'habitude d'utiliser ce terme oui, oui. qu'on est passé trop vite. Alors, en fait, déjà, si on regarde la réglementation française, il y a plusieurs façons d'employer la même terminologie. Donc, normalement, les eaux usées traitées, c'est les eaux qui sortent d'une station d'épuration, d'une station de traitement des eaux usées, hein. Donc, ce sont, bon, j'avais prévu de le dire plus tard, mais ce sont des eaux qui subissent des traitements relativement poussés, mais pas au point de les rendre stériles et potables, hein. C'est juste des eaux qui sont débarrassées d'une grande partie de leur charge en matière organique, de façon à ce qu'elles soient acceptables, entre guillemets, par les écosystèmes qui vont récupérer ces eaux. Donc, quand on envoie des eaux usées dans une rivière, on essaye de diminuer essentiellement la charge organique et phosphorée, de façon à ce qu'on ne sature pas les écosystèmes avec trop de nutriments qui vont faire pousser les végétaux et qui vont tuer, en fait, au final, l'écosystème. Donc ça, c'est les eaux usées traitées version sortie de station d'épuration. Et après, quand on évoque dans la réglementation de la réutilisation d'eau usée traitée, en fait, c'est des eaux usées qui sortent de stations d'épuration et qui sont ensuite reprises par des traitements qui eux-mêmes dépendent beaucoup de l'utilisation qu'on veut en faire. Et là, c'est justement le travail de réglementation qui est en train de se faire ou qui a déjà été fait en partie pour l'agriculture. Quand vous regardez la réglementation sur les eaux usées réutilisées en agriculture, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, selon les types d'usage, on n'a pas du tout les mêmes exigences de qualité puisque tout ça repose sur une évaluation des risques. Donc, ouais, je suis d'accord que eau usée traitée, c'est une terminologie qu'on emploie partout, mais qui peut avoir beaucoup de significations, et il faut toujours se référer à une situation, un usage donné et à un cadre réglementaire, et c'est à ça que s'est attelé le législateur pour essayer de- d'encadrer cette activité, de ne pas laisser n'importe quelle eau être utilisée pour n'importe quel usage. Mais effectivement, il y a des problèmes de sémantique et même la réglementation française n'est pas tout à fait cohérente en termes de sémantique. Pour aller un peu plus loin dans la connaissance de ces eaux non conventionnelles, dans quelle situation, pour quels usages peut-on avoir recours aux eaux non conventionnelles à l'heure actuelle? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples en s'appuyant par exemple sur ce qui se pratique au niveau français? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des eaux non conventionnelles? Alors, en fait, ce qu'on voit, notamment en France, hein, puisqu'en France, c'est un domaine qui est en train d'exploser, hein, on voit que les initiatives vont dans beaucoup de directions. Et on retrouve des initiatives par rapport à toutes sortes de thématiques d'utilisation de l'eau, sachant que toutes ces initiatives ne sont pas forcément toujours super judicieuses quand même, hein, parce que derrière, il y a aussi des considérations économiques qu'il va falloir prendre en compte. Et on a aujourd'hui, au travers des expérimentations qui se mettent en place, on a aussi besoin d'un retour d'expérience pour évaluer ce qui vaut la peine d'être fait et ce qui mérite peut-être d'être oublié. Donc, en général, quand même, les expérimentations visent des activités à forte consommation d'eau. C'est pour ça que l'agriculture était très demandeuse de réutilisation d'eau usée, parce que l'agriculture a besoin de grandes quantités d'eau. Ensuite, le plus souvent, les grandes expérimentations visent des activités qui ne nécessitent pas forcément une qualité d'eau parfaite pour pouvoir effectivement utiliser autre chose que de l'eau potable. Et puis, le bon choix, c'est aussi de rechercher des ressources les moins polluées possibles, parce que plus la ressource de départ est polluée, plus les coûts de traitement vont être importants. Et enfin, il y a toujours une préoccupation par rapport à l'impact environnemental de tout ça. Donc, tous ces éléments de réflexion étant pris en compte, on arrive à certaines applications préférentielles en fonction des types d'eau. Par exemple, l'eau de pluie, abondante en ce moment par chez moi. C'est une ressource donc que beaucoup de personnes mettent en avant, alors, parfois même en l'idéalisant un petit peu en termes de qualité, hein. Et je crois que c'est aussi l'important, c'est de bien situer le problème parce que malheureusement, la petite gouttelette d'eau qui tombe du nuage, peut-être que
dans le nuage, elle était plutôt pure, mais au fur et à mesure qu'elle va descendre dans l'atmosphère, elle va rencontrer des polluants et elle va échanger des polluants avec l'atmosphère, notamment des poussières, des pollens, éventuellement des bactéries ou des virus s'il y en a, mais surtout des polluants gazeux. Des polluants gazeux, rappelez-vous les problèmes qu'on a rencontrés il y a quelques années avec les pluies acides. Eh bien, les pluies acides, c'était des pluies qui se chargeaient en composé acide, donc sûrement en acide sulfurique, au contact du dioxyde de soufre présent dans l'atmosphère. Et on peut retrouver ainsi un certain nombre de polluants gazeux dans l'eau de pluie, alors qu'elle est encore dans le ciel. Je pense que tout le monde a entendu parler des alkyles perfluorés et de l'étude publiée il y a 1 an et demi, 2 ans, qui montrait qu'en fait, à peu près partout dans le monde, quand on analysait de l'eau de pluie, on trouvait ce genre de polluants. Donc la gouttelette d'eau va se charger en polluants, mais surtout le drame, si j'ose dire, en matière d'eau de pluie, c'est la collecte. Parce que quand la pluie va devoir être collectée, on la collecte comment? Ben, en fait, on la récupère au niveau de gouttières qui récupèrent l'eau des toitures. Donc, ces toitures n'ont pas vocation à être stériles. Ces toitures ne sont pas toujours d'ailleurs constituées de matériaux adaptés, de sorte qu'elles vont pouvoir échanger par des phénomènes de corrosion des éléments notamment métalliques, hein. Ici sur la photo, on voit, alors les pigeons sont évidemment une source de contamination organique, mais derrière, vous avez cette toiture en tôle qui commence à rouiller. Et donc, forcément, quand la pluie va passer sur la tôle, elle va se charger en éléments métalliques qui sont parfois toxiques, pas toujours, mais qui sont quand même certains toxiques. Si on a des composants plastiques, bah, ça va être le même problème. Donc, en fait, la pluie, son problème, c'est la collecte d'abord. Ensuite, le deuxième problème, c'est qu'on va devoir la stocker et que là encore, dans les réservoirs de stockage, on peut avoir des phénomènes de corrosion qui vont contaminer l'eau stockée. Et puis surtout, on va avoir des proliférations bactériennes, algales. C'est un grand classique, ça, des réservoirs d'eau de pluie, quand ils sont exposés à la lumière, eh bien, ils deviennent tout verts parce que, on a des algues qui se développent en grande quantité. Voilà, donc il ne faut pas idéaliser l'eau de pluie parce que c'est loin d'être la ressource parfaite que l'on va pouvoir exploiter en toutes circonstances et sans aucun traitement. Ça dépend beaucoup des conditions de collecte, même si pour beaucoup de particuliers, c'est déjà une ressource assez largement utilisée. Mais c'est vrai que les usages essentiels aujourd'hui, c'est quand même la collecte d'eau de pluie pour pouvoir arroser le jardin quand il fait sec. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise approche. Par contre, réglementairement, aujourd'hui, c'est un peu plus restreint et on attend cette réglementation relative à l'habitat. Donc, on peut penser que demain, en France, la réglementation autorisera l'eau de pluie pour des usages intérieurs à l'habitat, sans traitement d'ailleurs, hein, pour l'arrosage, pour la chasse d'eau, voire pour le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures, ce qui correspond déjà à des usages, enfin, je veux dire, c'est une vraie libéralisation par rapport à la réglementation. La- les eaux usées traitées, alors, les eaux usées traitées, vous voyez, on l'a déjà un peu évoqué, hein. Mais la station d'épuration, en soi, elle a juste vocation à protéger l'environnement pour éviter des déversements de quantités très importantes de matière organique directement dans les écosystèmes, dans les cours d'eau. Donc, en fait, les eaux usées traitées qui sortent de la station d'épuration, elles n'ont pas du tout vocation à être réutilisées en l'état. D'ailleurs, c'est interdit, hein. C'est dans tous les textes réglementaires, il y a au moins un leitmotiv, c'est il est interdit d'utiliser des eaux usées sans retraitement. Donc, il va falloir leur imposer un traitement complémentaire, et ce traitement complémentaire permet d'amener la qualité de l'eau à des critères qui sont en cohérence avec un certain type d'usage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si vous voulez faire de l'arrosage voilà, de laitue chez un maraîcher avec des eaux usées traitées, on va imposer des critères réglementaires qui sont quand même très contraignants, notamment du point de vue microbiologique, parce qu'on n'a pas envie d'étaler des bactéries, des virus et des parasites sur les feuilles de salade qui vont ensuite être consommées directement, avec un petit lavage quand même, j'espère, par le consommateur. Si c'est pour faire de l'arrosage ici sur des vignes, qu'on arrose au goutte à goutte en envoyant des petites gouttelettes d'eau au pied de l'arbre, donc clairement, l'eau ne sera jamais en contact avec la grappe de raisin.
Donc là, on peut se permettre d'utiliser de l'eau de moins bonne qualité et donc évidemment, ça va coûter beaucoup moins cher de produire cette eau en l'état. Donc on a vraiment dans la réglementation une réflexion qui sous-tend des choix de critères et ça va faire que une eau usée traitée, utilisable pour un certain type d'activité, ne sera pas forcément utilisable pour un autre type d'activité. Si on se trompe et qu'on utilise l'eau pour la vigne pour arroser les salades, ça va être une catastrophe sanitaire. Pour les usages urbains, on attend la réglementation, mais c'est une réglementation qui devrait être assez restrictive. Bon, d'autant plus qu'il n'y a pas de très forte demande d'élargir le champ d'application de la réglementation. Donc ici, ce qu'on veut, c'est éviter d'asperger les passants avec de l'eau sale. Donc forcément, on a eu tendance à interdire le nettoyage au jet d'eau. Et pour le nettoyage urbain, donc l'idée, c'est juste d'alimenter ce genre d'appareils qui sont des balayeuses de rue, qui utilisent de très faibles quantités d'eau ici au niveau des brosses, avec donc des eaux usées, qui d'ailleurs ne seront pas des eaux usées brutes, mais qui seront des eaux usées ayant subi un traitement, mais à minima, pour éviter de trop contaminer l'environnement. Pour les usages dans l'habitat, on attend la réglementation. L'idée, c'est d'essayer de réutiliser en circuit fermé les eaux usées produites par l'habitation pour des usages internes à l'habitation. Donc c'est vraiment un cycle court. Je produis des eaux usées, je les récupère, je les traite et je les réutilise pour mes propres usages. Donc en général, on va essayer de privilégier ce qu'on appelle les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux qui sont issues de la salle de bain. Pourquoi c'est des eaux qu'on va privilégier? Parce que c'est encore les moins chargées en contaminants, qui sont donc les plus faciles à traiter et à réutiliser. Alors que si on prend des eaux noires, par exemple, qui sont issues des WC, ben là, les eaux noires, c'est très chargé en polluants organiques. Donc, il va falloir un énorme travail de traitement pour en faire quelque chose. On évite aussi, de préférence, les eaux qui viennent de la cuisine parce que, elles sont assez chargé en graisse et chargé en débris alimentaires. Donc tout ça, ça va être compliqué à gérer. Dans l'habitat, l'usage privilégié, c'est la chasse d'eau. Mais il ne faut pas croire que quand on va prendre les eaux issues de la douche, on va pouvoir les utiliser directement dans la chasse d'eau. Ce serait trop beau parce qu'il y a toujours une étape de stockage. Et si vous prenez de l'eau issue de votre salle de bain, que vous la mettez dans un récipient, vous allez vous apercevoir que très vite, ça va sentir très mauvais parce que vous avez une charge en matière organique qui est naturelle dans ces eaux-là, puisque vous vous êtes lavé, donc forcément, il y a un peu de votre peau qui a desquamé, il y a du savon, etc. Et il y a aussi des bactéries. Et tout ça, ça va faire un joli bouillon de culture. Pour un peu, l'eau va être chaude, puisqu'elle sort de la salle de bain et que, en principe, on prend sa douche avec de l'eau chaude. Et donc, tout ça, ça va donc donner des fermentations, ça va donner des odeurs épouvantables. Ce qui veut dire qu'en fait, même pour utiliser les eaux grises vers la chasse d'eau, il va quand même falloir une unité de traitement. Alors, certes, une unité de traitement à minima, mais quand même un peu de traitement pour arriver à stocker ces eaux et à les utiliser, notamment dans les chasses d'eau. Si on oublie ce traitement, ça va être vite la catastrophe au niveau sanitaire, avec des mauvaises odeurs, avec un encrassement des installations, et finalement, ça va devenir une source de nuisance majeure. Voilà, donc l'utilisation des eaux usées traitées dans l'habitat, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. En industrie agroalimentaire, on a aujourd'hui un début de réglementation avec un décret. C'était vraiment issu d'une très forte demande des industriels de l'agroalimentaire parce que certaines entreprises redoutaient qu'en période de restriction d'utilisation d'eau, on interrompe leur activité faute d'eau. Donc, aujourd'hui, les usages se sont largement libéralisés. La seule interdiction qui existe dans le décret, c'est l'utilisation d'eau usée traitée comme ingrédient. C'est ce que j'appelais, moi, excusez-moi, c'est une caricature, mais ça fixe bien les idées, c'est la soupe à l'eau d'égout. On a aujourd'hui en France pas le droit de fabriquer des aliments en incorporant des eaux usées traitées. Il semblerait quand même que ce soit sur le point d'évoluer et que le décret soit remis en cause par l'industrie agroalimentaire et que peut-être les pouvoirs publics autorisent cette utilisation, qui ne me semble pas être forcément la plus judicieuse. Euh, on attend donc les évolutions réglementaires dans ce domaine. De toute façon, les industriels de l'agroalimentaire ne pourront pas faire n'importe quoi, bien sûr, et ils seront tenus de mettre en place une analyse des risques au cas par cas pour espérer que les choses se fassent dans le respect de la santé des consommateurs. Mais on verra tout à l'heure que ce n'est pas si simple que ça.
Il reste une option ultime, hein, c'est de produire de l'eau de boisson à partir des eaux usées. Donc ça existe dans certains pays, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié, qui Oui. s'est mis en place. C'est vrai que le schéma que j'ai fait ici n'est pas forcément tout à fait respectueux de la réalité, parce que entre le producteur d'eau usée et le verre d'eau, il y a quand même forcément des grosses unités de traitement qui vont permettre de transformer l'eau usée en eau potable. Techniquement, c'est possible. Est-ce que aujourd'hui le consommateur dans tous les pays est prêt à entendre ce message? Ben, je pense qu'il y a encore un petit peu de communication à faire avant d'y arriver, mais techniquement, c'est possible. En France, le seul projet qui se rapproche de ça, c'est un projet que vous pourrez aller regarder sur Internet si vous voulez plus de détails. C'est le projet Jourdain au Sable d'Olonne, donc qui consiste à récupérer. Ici, vous avez la station de traitement des eaux usées. On récupère une partie des eaux usées au lieu de les rejeter en mer. On les retraite. Donc là, évidemment, il y a un effort technologique majeur qui a été fait pour que ces eaux usées soient débarrassées de tous leurs polluants. On les renvoie dans le milieu naturel pour reproduire un petit peu le cycle naturel comment dirais-je, de transformation de l'eau. Et au final, cette zone naturelle alimente la rivière qui, est quelques mètres plus bas, sert de prise d'eau pour la production d'eau potable pour la ville des Sables-d'Olonne. Donc en fait, c'est un projet qui se rapproche beaucoup de ce que je viens d'évoquer juste avant, avec quand même une étape ici où on fait repasser l'eau dans le milieu naturel pour essayer d'en améliorer la qualité si tant est que ça soit nécessaire. Et puis, ça a un autre avantage, c'est que ça va alimenter en eau les milieux naturels, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, c'est des projets qui, quand on les caricature, peuvent faire peur, mais en fait, ce sont des projets qui sont suivis de très très près par les pouvoirs publics et qui sont mis en œuvre par des gens sérieux, donc il n'y a aucune raison que ça marche pas. Mais c'est vrai que conceptuellement, on n'a pas trop l'habitude de voir des choses comme ça. Je vous disais qu'on peut récupérer la vapeur d'eau atmosphérique. Donc là, il y a un schéma un peu compliqué, mais c'est en fait très simple, hein. Le principe d'un système qui sert à condenser la vapeur d'eau atmosphérique, c'est de faire passer de l'air humide dans un système qui va refroidir cet air. Donc, l'air est refroidi, il perd une partie de sa charge en eau. Il va donc se dessécher et l'eau qui est récupérée comme ça va ensuite passer dans un système de traitement qui généralement est un traitement assez lourd, hein, parce que on a quand même des pollutions qui peuvent exister. Et au final, donc, on commercialise de l'eau qui est produite à partir de l'air. Donc, c'est presque magique, ce genre de système. Ça se développe énormément. On en trouve beaucoup en vente actuellement. Il suffit d'aller sur Internet pour voir le nombre de matériel qui existe. Et en fait, l'idée, c'est soit de développer des fontaines à eau individuelles qu'on peut avoir chez soi, donc, ce qui est bluffant, évidemment, avec ce genre de fontaine à eau, c'est que là, la personne se sert un verre d'eau, mais il n'y a aucune arrivée d'eau sur la machine. C'est vraiment, il y a juste un branchement électrique. Et puis, sinon, on a des dispositifs qui, eux, existent depuis beaucoup plus longtemps, qui sont des dispositifs de type industriel, qui permettent d'alimenter des populations importantes. Euh, Ça existe dans beaucoup de pays du monde. Ça existe aussi pour des situations un peu compliquées où l'approvisionnement en eau est rendu difficile, notamment pour des situations de catastrophe. Mais ce sont des matériels maintenant qui ont tout à fait une existence sur le marché, hein. C'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est pas du tout des prototypes. Sur la vapeur d'eau atmosphérique, il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent parce que quand on voit des fontaines à eau installées dans l'habitat, eh bien, on se dit que la qualité de l'air à l'intérieur des logements est loin d'être garantie et que malheureusement, la qualité de l'air a un impact sur la qualité de l'eau. Donc, il y a beaucoup de questions techniques qui se posent sur les conditions dans lesquelles on peut être autorisé, enfin, il peut être raisonnable d'utiliser ce genre de système. Et c'est pour ça qu'en France, il y a une réglementation qui va sûrement se mettre en place rapidement, d'autant qu'on attend un avis sur ce sujet de l'Agence sanitaire nationale qui s'appelle l'ANSES pour arriver à recadrer le problème. Il y a beaucoup de projets industriels qui n'attendent qu'un feu vert de l'administration pour se lancer et qui pourraient très bien aboutir à des choses tout à fait sérieuses, tout à fait rassurantes pour le consommateur.
Bon, après, il ne faut pas rêver, hein. On ne produit pas des millions de litres d'eau à partir de vapeur d'eau atmosphérique, mais on peut avoir quand même des machines qui produisent de l'ordre de 1000, 2000, 3000 litres par jour. Donc, ça commence à représenter des volumes. Puis si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez de l'argent à dépenser, vous pouvez aller voir sur Internet, ça existe, hein. Aujourd'hui en Europe, on commercialise, on peut donc se procurer de l'eau embouteillée. Alors, elle coûte un petit peu cher, on va dire, un petit peu beaucoup, qui est produite avec des systèmes de filets à brouillard. Donc c'est vraiment de la brume marine qui est récupérée au bord de la mer, donc quelque part du côté des îles Canaries avec des brouillards à eau. Et ensuite, l'eau est directement embouteillée et on nous explique qu'elle n'a jamais touché le sol, donc que forcément, c'est très pur. Je veux bien le croire, je veux bien le croire. Pour autant, vous voyez que ça a vite un impact économique majeur. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le moment. Pour faire un petit temps d'échange. S'il y a des questions. Alors, Valérie, vous êtes le porte-parole? Oui, oui, merci Marie-Pierre. Alors, je vais grouper deux questions qui concernent les usages pour l'agriculture. Donc, est-ce qu'on peut utiliser l'eau dessalée dans l'agriculture? Et deuxième question qui est liée aussi, qui porte sur les eaux saumâtres. Est-ce qu'elles ne peuvent pas altérer l'état des sols à cause de leur teneur élevée en sel si elles sont utilisées pour l'irrigation? Oui, alors je vais répondre à la deuxième tout de suite parce que ça va être plus rapide. Les eaux saumâtres, on ne les utilise pas pour l'irrigation parce que si on met du sel dans le sol, ça ne va pas le faire, hein. Ça va être une catastrophe au niveau des végétaux. Donc, si on veut utiliser de l'eau de mer ou des eaux saumâtres, on va forcément les dessaler avant. Mais par rapport au risque pour l'agriculture des eaux donc issues d'usines de dessalement d'eau de mer, par exemple, il faut savoir qu'on n'utilise jamais ces eaux sans les reminéraliser un petit peu. Alors c'est un peu le paradoxe parce qu'on commence par les déminéraliser pour les reminéraliser, mais on ne met pas les mêmes minéraux et on ne met pas les mêmes quantités non plus. Donc quand on utilise, enfin dans toutes les stations de dessalement d'eau de mer, le but c'est d'enlever le sodium parce que lui, il est effectivement toxique et puis il va évidemment empêcher de consommer l'eau en l'état. Mais par contre, derrière, on rajoute toujours un petit peu généralement c'est du calcium et du magnésium qu'on rajoute de façon à ce que déjà, si c'est de l'eau destinée à la boisson, ben, ça va être beaucoup plus agréable à boire. Et si c'était de l'eau pour d'autres usages, évidemment, pour les végétaux, on va pas mettre de l'eau distillée, hein, on va mettre de l'eau un peu reminéralisée. Mais c'est possible. Après, ça va faire cher l'épi de maïs, hein, parce que l'eau osmosée, ça a un coût. Donc, si c'est pour faire de l'eau pour les populations, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas? Pour de l'eau agricole, il vaut peut-être mieux se poser la question d'alimenter la population avec l'eau osmosée et de recycler les eaux usées pour en faire de l'eau agricole. Mais voilà, et c'est pour ça toutes les idées sont bonnes à prendre, mais derrière, il faut quand même une évaluation économique, hein. L'aspect sanitaire est important, l'aspect technologique est important, mais derrière, il y a un coût. Et quand on parle, par exemple, de réutilisation de l'eau dans l'habitat, c'est possible, hein, de recycler les eaux de douche pour en faire des eaux pour la chasse d'eau, mais ça nécessite quand même une installation, des réseaux, ça a un coût, et à la fin, il faut regarder la facture d'eau pour l'utilisateur. Donc, en fait, là encore, quand on est complètement il y a des régions du monde qui travaillent beaucoup sur ce sujet parce qu'il n'y a de toute façon aucune autre solution en matière d'approvisionnement en eau. Donc, quel que soit le coût, il faudra bien trouver de l'eau pour les populations. Mais tout ça, ça se regarde de près parce que très vite, on peut avoir des coûts absolument inacceptables par rapport à la consommation d'eau de la population. Pour aider notre public à bien prendre conscience de cette difficulté, je je rappellerai juste deux chiffres. 1,5, c'est généralement ce que l'OMS préconise en minéralisation euh, recommandée pour l'eau de boisson. 1,5 g de sels minéraux par litre d'eau. Alors l'eau que vous avez à votre robinet peut en contenir moins, mais on préconise généralement 1,5 g. Et l'eau que vous avez, l'eau de mer, je dirais que dans la plupart des océans et des mers, on est entre 35 et 40 grammes
de sels minéraux par litre d'eau. Donc vous voyez que pour abaisser en fait cette minéralisation, comme le disait M. Borner, on a une technologie importante à mettre en œuvre. On n'est pas du tout sur le même type de qualité d'eau. Et si on rebondit sur les questions, Valérie, vous avez une question à partager avec nous? Euh, il y avait justement des questions, mais Monsieur Borner, il y a déjà répondu en partie justement sur les techniques et les coûts. Parce que finalement, c'est vrai que c'est important. Bon, on s'aperçoit qu'il y a il y a plein de possibilités technologiques. Alors justement, le citoyen lambda comme moi ne les connaît pas nécessairement, mais on imagine que c'est complexe et que ça a un coût. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments par rapport aux différents traitements et puis surtout en quoi ça nous rend responsables aussi quelque part et ça oblige à penser en amont, c'est-à-dire à réguler les consommations? C'était une question. C'est En fait, j'ai pas de chiffres comme ça en tête sur les coûts de production, hein, parce que voilà, parce que j'ai pas spécialement d'études économiques en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, toutes les techniques dites alternatives, avec toutes ces eaux non conventionnelles, de toute façon, ça coûte toujours plus cher que de produire de l'eau à partir de l'eau de rivière. Ça, c'est une certitude. Donc, avec probablement ce qui coûte le plus cher, c'est l'eau, enfin la capture de la vapeur d'eau atmosphérique, d'après certaines études. L'osmose inverse, ça coûte aussi très cher. Mais dans le bilan, il y a toujours une question, c'est de savoir, vous savez, il y a des pays du monde où l'énergie coûte moins cher que dans d'autres, hein. Donc, comme le coût est essentiellement énergétique, et que derrière, bah, il y a une espèce de rapport qualité-prix, si j'ose dire, c'est est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent pour économiser l'eau parce que j'ai pas beaucoup d'eau à ma disposition, ou est-ce que je suis pas prêt à mettre cet argent parce que j'ai de quoi me satisfaire en utilisant des ressources traditionnelles. Mais dans les projets qu'on voit aujourd'hui en France, notamment, on a un peu tendance à occulter le volet économique en pensant que ça va être simple et que ça va pas coûter d'argent. Alors qu'en fait, c'est très compliqué et que plus on part d'une eau polluée, plus c'est compliqué. Et j'ai vu qu'il y avait dans le chat des questions sur est-ce que finalement ça induit pas des risques. Ben, en fait, on va en parler très bientôt, mais ça dépend comment c'est fait. Ça peut être fait très sérieusement. Bon, j'ai évoqué Jourdain. Jourdain, c'est un dossier sérieux. C'est des gens sérieux qui ont mis ça en place et qui vont faire des choses probablement très solides pour garantir à la population qu'il n'y aura pas de risque. Mais il faut faire attention de ne pas laisser trop dériver vers cette idée que tout est facile, que l'eau de pluie bah, tombe du ciel, donc elle est forcément pure, et puis on fait n'importe quoi avec. Enfin, je crois que c'est vraiment important de rester lucide et de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'avoir du recul sur les projets existants, de faire des solides retours d'expérience pour arriver à, derrière, peut-être fixer une espèce de stratégie. Je pense que honnêtement, aujourd'hui, en France, si on veut faire des économies et améliorer la situation, il faut tout miser sur l'agriculture, parce que c'est évident que c'est le domaine où on a le plus besoin d'eau et où on a des solutions très simples, enfin très simples, les solutions les moins compliquées à mettre en œuvre, c'est pour l'agriculture. Donc, plutôt que de se compliquer la vie à vouloir inventer des recyclages d'eau au niveau de la maison, commençons par regarder ce qui se fait en agriculture et ce qui pourrait se faire en agriculture. Parce que ça, économiquement, c'est viable. Mais si vous voulez, je peux compléter un petit peu avec quelques observations sur les risques et sur les questions qu'on se pose aujourd'hui dans ce domaine-là, parce que euh, il y a évidemment des perspectives fortes hein, dans tout ce domaine-là des zones non conventionnelles, mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face parce que déjà, OK, on fait sauter les verrous réglementaires, mais toutes les réticences des pouvoirs publics et puis des scientifiques d'ailleurs, hein, elles venaient d'un constat, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées au niveau technique qu'il n'y paraît. Et en particulier, quand vous prenez par exemple un bâtiment où vous allez inventer différentes qualités d'eau pour différents usages,
OK, ben aujourd'hui, on a l'habitude dans les bâtiments d'avoir un seul réseau qui distribue de l'eau, c'est le réseau d'eau potable. Bientôt, vous aurez peut-être un réseau incendie, un réseau pour la douche, un réseau pour je ne sais pas quoi, l'arrosage du jardin. Et forcément, un jour ou l'autre, on verra apparaître des risques nouveaux liés à des mélanges, liés à des mésusages. Donc, il y a des contraintes très fortes qui consistent à bien identifier les différents réseaux, à séparer complètement les différents réseaux, à être sûr que les utilisateurs sont informés et qu'on ne va pas utiliser l'eau pour l'arrosage du jardin, pour faire la cuisine, par exemple, hein. Euh, mais évidemment qu'il y a des accidents qui vont apparaître et qu'on va de temps en temps s'apercevoir qu'il y a eu des branchements intempestifs, que les séparations de réseaux étaient insuffisantes et qu'au final, eh bien, on va avoir des malades. Donc, des risques, ça existe. On sait comment les gérer, mais on ne sait pas sur le long terme si finalement ça ne va pas quand même générer des erreurs et donc des accidents. Sur, toujours sur les risques nouveaux, on voit bien que toutes ces ressources nouvelles qu'on essaye d'exploiter, là, il y en a quelques-unes qu'on connaît très mal en termes de polluants, et notamment, moi j'ai beaucoup travaillé sur les transferts entre l'air et l'eau pour les machines qui font de la condensation d'eau à partir de l'air. Et on ne sait pas trop bien, en fait, il y a très peu d'études qui permettent de savoir quel type de polluants de l'air sont susceptibles de passer dans l'eau au moment de l'étape de condensation et sont susceptibles d'avoir un impact sur la santé des consommateurs. Donc là, on voit bien que le vrai problème, c'est l'absence de recul par rapport à ces questions et le manque de données scientifiques qui vont forcément appeler pas mal d'interrogations et peut-être donc des réticences pour autoriser ce genre de technologie. Sur, sur l'approche technologique, hein, je vous disais, aujourd'hui en traitement d'eau, on sait tout faire. Moi, j'ai déjà bu, j'ai bu il n'y a pas longtemps, mais quand même, il y a longtemps, pardon, mais quand même, de l'eau qui était produite avec un osmoseur à partir des eaux d'égout d'une grande ville. Donc, on était branché directement sur les égouts bruts, même pas après la station, avant la station d'épuration de la grande ville. Et à la fin, on a produit de l'eau et on l'a bu et on ne s'est pas trop posé de questions, on est encore vivant. Donc, en fait, on sait le faire. On sait faire plein de choses avec la technologie de traitement d'eau, on sait tout faire. Mais il faut bien se persuader que plus on va partir de ressources en eau qui sont de mauvaise qualité, plus en cas de défaillance du système de traitement, on aura des catastrophes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être très prudent en se disant que c'est peut-être pas une bonne idée de vouloir recycler toutes les eaux usées, que les eaux noires, c'est peut-être pas un bon choix, et puis que tant qu'à faire de recycler les eaux usées, eh bien peut-être que certains usages devraient être très, 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 très restreints, voire interdits. Et moi, je pense quand même beaucoup aux usages alimentaires, parce que je trouve que peut-être que là, on va un peu trop loin dans les autorisations qu'on donne pour l'utilisation des eaux usées. Après, donc, comme on a très peu de recul, eh bien, il va falloir bien faire des retours d'expérience. Il faut bien bancariser, bien surveiller les différents projets qui se mettent en place pour avoir des données qui permettent de vraiment mesurer l'impact que ça va avoir. Et donc, l'impact, il se mesure en termes de santé publique, mais aussi en termes d'environnement. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit, en termes économiques. Donc tout ça, c'est aussi la nécessité de ne pas laisser trop d'apprentis sorciers faire n'importe quoi et de bien encadrer tous ces projets. Il va sans dire que dès qu'on va commencer à vouloir réutiliser certaines ressources qui étaient jusqu'à présent libres dans le milieu naturel, on va générer potentiellement de nouveaux conflits d'usage. Je pense notamment à des projets qui consistent à récupérer les eaux usées des stations d'épuration qui habituellement allaient alimenter la rivière pour en faire quelque chose d'autre. Eh bien, on peut quand même se poser la question déjà de ce que ça va avoir comme impact sur la rivière elle-même et sur ses écosystèmes, de ne plus être alimenté en eau, même si c'était des eaux usées. Et puis, on peut imaginer aussi qu'en aval de l'installation, certains usagers vont se retrouver sans eau parce qu'on n'aura plus de rejet dans la rivière. Donc, là encore, de nouveaux conflits d'usage peuvent arriver. Et c'est important de bien concevoir les projets de façon très globale pour mesurer tous les impacts et pas simplement rester avec une vision très étroite de ben, je prends des eaux usées, donc ça n'a absolument aucun impact sur personne. Si, ça peut en avoir énormément, notamment sur les écosystèmes. Et puis je terminerai en disant que tout ça, ça a un coût, donc je l'ai déjà évoqué, hein, mais
Vous voulez recycler l'eau de la douche, il faut dans votre maison créer un réseau de distribution spécifique. Il va falloir créer une installation de traitement. Il va falloir entretenir tout ça et ça va forcément générer des coûts. Donc, est-ce que le bénéfice en termes d'économie d'eau va être compensé, va permettre de compenser le coût en termes de traitement et d'installation? Ben, c'est pas certain, et c'est là que aussi on a besoin de retour d'expérience pour trouver des équilibres dans les différents usages et dans les différentes utilisations de ressources. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi, les usages dans l'habitat, ils sont sûrement pas prioritaires. Par contre, les usages agricoles, ils devraient être vraiment prioritaires. Est-ce que le grand public va accepter tout ça? Ben, je demande qu'à le voir, mais je sais que l'eau, c'est un sujet qui est quand même très épidermique. Donc, quand on va commencer à détailler les différents usages d'eau usée, etc. Peut-être que ça fera peur à certains consommateurs, et Dieu sait que les consommateurs français, notamment, n'ont pas trop confiance dans l'eau du robinet. Donc, si en plus on leur dit que c'est fait à partir d'eau usée, eh bien peut-être qu'un message trop simpliste, comme je viens de le donner, va les effrayer et va les orienter vers d'autres sources d'approvisionnement en eau. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et je voudrais dire une chose pour terminer sur cette présentation, c'est que trop souvent aujourd'hui, quand on voit des dossiers qui correspondent à des approches alternatives, à des utilisations d'eau non conventionnelles, on mesure que le but de ces projets, trop souvent, c'est pas de réduire la consommation d'eau potable, c'est de répondre à des besoins supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout d'un coup se dire, bah, tiens, ce serait bien d'avoir de l'eau en plus de celle qu'on a actuellement pour arroser des cultures qui n'étaient pas arrosées jusqu'alors. Donc en fait, la difficulté, c'est que on n'est pas forcément toujours dans une vision de réduction des consommations d'eau en général. On est parfois plus dans l'option de dire j'ai des besoins nouveaux, il va falloir que j'y réponde. Et c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire les choses pour s'en sortir, parce qu'on ne peut pas non plus avoir une consommation d'eau qui croît de manière exponentielle d'année en année. Et puis, bien sûr, peut-être qu'il faudra se poser quand même des bonnes questions. Alors, c'était dans le plan haut du gouvernement, donc on peut espérer que ça avance, mais il est évident que chacun doit se poser la question de la réduction de sa consommation d'eau. Bien sûr, beaucoup au niveau des secteurs d'activité qui consomment beaucoup d'eau, mais même chacun au niveau de ses habitudes de vie. Et puis, il y a un gros travail à faire je pense, dans tous les pays et en France en particulier, sur la réduction des gaspillages d'eau et notamment sur la lutte contre les fuites d'eau en réseau, puisqu'on sait que moi, je connais des endroits où 80% de l'eau qui rentre dans les tuyaux n'arrive pas jusqu'au robinet, parce qu'entre-temps, il y a des fuites et ça représente des volumes d'eau qui sont considérables. Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour arriver à ce que on mette pas uniquement en avant les eaux non conventionnelles comme étant la solution à tous nos maux. Je pense que c'est un élément de la solution, mais sûrement pas le seul élément, et arriver à trouver des solutions, enfin des approches globales qui soient cohérentes. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Alors, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions. Après, j'ai vu dans le chat que certaines personnes se demandent si tout ça, ça génère pas des risques. Ben oui, ça en génère. Il faut espérer que la réutilisation des eaux usées, notamment, y compris d'ailleurs pour aller jusqu'au stade eau de boisson, ça se fasse dans des conditions, dans les conditions les plus sérieuses possibles. Mais je vous l'ai dit, hein, on a la technologie pour le faire. Donc, si les choses sont faites de manière correcte, si les installations sont entretenues, si les installations sont suivies, on peut faire beaucoup de choses avec de l'eau très sale et arriver à des résultats tout à fait satisfaisants pour les populations. Et il est important pour cela, dans ce contexte, de faire passer le message, d'informer le consommateur sur ce qu'est une eau non conventionnelle, ce qu'elle peut apporter, et on peut aussi l'inciter à être un consommateur responsable en eau. Très souvent, on utilise l'image pour l'eau de l'or bleu du XXIe siècle. Je crois, Monsieur Borner, que vous nous avez bien démontré que c'est un produit qui n'échappe pas à cette définition. Il est 14 heures, il est malheureusement l'heure de conclure ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations et que vous serez à partir de maintenant des porte-paroles autour de vous
pour faire connaître ces eaux non conventionnelles. Merci, Monsieur Borner, pour avoir été avec nous, pour avoir partagé votre expertise avec nous. Merci à Valérie Ivasenko, à Françoise Janier, à Didier Jourdan et à toute l'équipe de la chaire UNESCO Éducation et Santé pour l'aide apportée lors de la préparation de ce webinaire. Merci à vous tous, participants, pour vos questions, pour votre intérêt pour le sujet. N'oubliez pas que ce webinaire sera rediffusé sur la chaîne de la chaire UNESCO Éducation et Santé. Et ce webinaire consacré aux eaux conventionnelles était le deuxième d'une série eau et santé. Le sujet est très vaste. Aussi, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée en septembre pour d'autres thématiques en lien avec l'eau et la santé et des échanges avec des spécialistes du domaine. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir sur le site de la chaire. Vous trouverez également des informations complémentaires, les diapos de M. Borner, entre autres, et puis des liens vers des sites où vous pourrez en apprendre un peu plus sur ces eaux non conventionnelles. Vous aurez également le lien vers le pôle de recherche sur l'eau de l'Université Clermont-Auvergne, où vous trouverez des exemples de recherche, de travaux autour de l'eau et en particulier des eaux usées traitées. Merci à vous tous, passez un bel été et au plaisir de se retrouver en septembre.